Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. On va attendre encore une petite minute et puis on pourra débuter. Bon, il est 10h03. Je vous propose qu'on démarre, pas, qu'on se mette en retard sur le timing qu'on s'était fixé. Bienvenue à tous. Marilyn, je vais te laisser diffuser le support. Parfait. C'est tout bon? Oui, c'est tout bon. Tu peux passer à la première page et puis on va pouvoir débuter. Alors, tout d'abord, bienvenue à tous, bonjour. Je suis ravie au nom de la MSA de Bourgogne et de la MSA de Franche-Comté de vous accueillir sur ce nouveau webinaire à destination de nos entreprises. On a déjà pu en réaliser un certain nombre sur l'année 2024 et cette année, on va démarrer la session des webinaires avec un premier événement sur le thème de l'affiliation et l'ouverture des droits de vos salariés. Donc, on est vraiment ravis de vous voir à cet événement. Je vais rapidement vous présenter les interlocuteurs et experts qui vont intervenir aujourd'hui pour vous présenter ce sujet-là. On rappellera quelques règles pour que le webinaire se passe bien et puis je laisserai la main à mes collègues pour qu'on puisse démarrer plus concrètement sur le sujet. Donc aujourd'hui, vous avez avec vous Stéphanie Gouillet pour la MSA de Franche-Comté, Marilyn Guigon pour la MSA de Bourgogne, moi-même Ségolène Tritcher pour la Bourgogne, Fabrice Chartier qui nous rejoindra tout à l'heure pour la Franche-Comté, Geoffroy Picré, Laetitia Guichon pour la MSA de Franche-Comté, Jean-Louis Vagnarelli pour la Bourgogne, Stéphane Martin pour la Bourgogne et puis Romy Bogart pour les MSA de Bourgogne et de Franche-Comté. Donc, juste un petit rappel de quelques règles. Comme à l'accoutumée, on vous propose de désactiver les micros et les caméras pendant la présentation, mais tout en vous laissant la possibilité, bien sûr, de poser vos questions généralistes, soit dans le fil de discussion de la réunion, on les reprendra sur les sessions dédiées aux questions, ou en levant la main et en posant directement votre question. Le webinaire, sauf à ce que quelqu'un s'oppose à l'enregistrement, on vous propose de l'enregistrer et de mettre le replay à disposition. Donc, si quelqu'un s'y oppose, qu'il nous le dise tout de suite. Et puis, le support complet, comme d'habitude également, on vous le mettra à disposition après le webinaire en rajoutant les réponses à vos éventuelles questions. Ceci étant dit, je vous laisse avec les experts du sujet, je laisse la main à mes collègues et je vous souhaite de passer un bon webinaire. Encore bienvenue sur cette nouvelle thématique.
Pardon, c'est à moi de commencer. Donc, Jean-Louis Vagnarelli, attaché de direction MSA Bourgogne. On va aborder la démarche pour l'ouverture de vos droits maladie de vos salariés. Donc, en rappelant la règle, hein, la règle générale, qui est que toute personne travaillant ou résidant de manière stable et régulière en France bénéficie, en cas de maladie ou de maternité, de la prise en charge des frais de santé. Donc là, c'est issu de l'article du Code de la sécurité sociale 160-1. Donc, depuis 2016, il y a eu l'entrée en vigueur de la protection universelle maladie, que l'on désigne sous le terme PUMA, qui garantit à toute personne qui exerce une activité professionnelle ou réside en France de façon stable et régulière un droit illimité à la prise en charge de ses frais de santé. Donc, cette prise en charge des frais de santé se découpe en deux catégories. Les personnes qui travaillent et dès le premier jour d'exercice de l'activité professionnelle, donc là, on parle de PUMA sur critères professionnels. Et enfin, les personnes qui résident en France de manière stable et régulière, et on parlera d'affiliation sur critères de résidence. Donc, la déclaration d'embauche des PAE, elle se fait au plus tôt dans les 8 jours qui précèdent la date prévisible d'embauche, et au plus tard dans les instants qui précèdent l'embauche si la DPAE a été envoyée par Internet. Donc, vous avez à disposition, sous votre espace employeur, la possibilité de déclarer par le téléservice ou par Net Entreprise. Donc, attention, point de vigilance pour les CDD sur les dates de fin de contrat. Il faut systématiquement renseigner la date de fin de contrat prévisionnelle sans positionner une date fictive. Et puis, un autre point d'attention, pour les étrangers hors UE, il n'y a aucune ouverture de droit qui est réalisée dans la mesure où l'ouverture de droit est conditionnée par la délivrance d'un titre de séjour valide. Et ça, c'est très important. Marie, tu prends la suite pour la DPAE? Oui, tout à fait. Donc, concernant la déclaration d'embauche de votre salarié, à quelle caisse de MSA devra être adressée cette DPAE? Donc, pour rappel, les salariés agricoles sont déclarés et affiliés à la caisse de MSA de leur lieu de travail effectif. Donc, la MSA qui sera compétente pour la gestion des droits maladie et accidents du travail sera la MSA de leur lieu de travail. Aussi, vous devez adresser vos DPAE à la caisse de MSA du lieu de travail de votre salarié. Si votre entreprise est dans le dispositif LUCEA, c'est-à-dire le lieu unique de cotisation des employeurs agricoles, la règle est identique. La caisse de gestion, celle du lieu de travail du salarié, est la caisse d'affiliation. Depuis le 1er janvier 2025, nous avons une évolution du protocole de la déclaration préalable à l'embauche. En effet, celle-ci doit désormais inclure des informations précises sur les expositions aux risques professionnels et le suivi médical de vos salariés. Donc, les nouveautés depuis le 1er janvier 2025, ce sont des champs à compléter obligatoirement au moment du remplissage de la DPAE, principalement en lien avec la santé au travail et à l'identification des expositions aux risques professionnels des salariés. Une mauvaise déclaration ou une déclaration incomplète pourrait conduire à une mise en cause de votre responsabilité sur le fondement de votre obligation de sécurité des résultats. La DPAE détermine le type de suivi médical. En effet, il existe 3 types de suivi. Le suivi médical simple, individuel simple, le suivi individuel renforcé et le suivi individuel adapté. Si les informations d'exposition ne sont pas complétées, le salarié concerné sera alors assimilé comme devant bénéficier d'un suivi individuel simple. Toutes ces informations et cette identification anticipée permet à nos services de SST d'organiser la visite médicale dans les meilleurs délais. Et l'employeur pourra alors affecter le salarié à son poste de travail dans de bonnes conditions et sans risque juridique. Concernant la déclaration DSN, donc pour rappel, la déclaration de votre DSN mensuel est à effectuer entre le 5 et le 15 du mois suivant le mois déclaré. Pensez bien à informer votre salarié que la caisse de MSA gestionnaire de ses droits maladie est la caisse de son lieu de travail. Donc, la mutation automatique via le dispositif de la DSN. Donc, depuis le 1er janvier 2019, une évolution vise à simplifier le changement d'organisme et notamment les mutations via les données véhiculées dans la DSN.
ce qui permet de réduire les mutations inutiles, notamment pour les contrats de courte durée et garantir la continuité des droits des individus via un traitement automatique. Il faut savoir que les droits maladie ne sont jamais coupés aux assurés, quel que soit le régime d'affiliation. Donc le délai de gestion moyen est de 2 mois environ, à compter de la date de début de la nouvelle activité professionnelle du salarié. En cas de changement de régime ou de MSA d'un salarié, la mutation du dossier est automatique, mais pas immédiate. L'assuré conserve le bénéfice de ses droits maladie dans l'ancien régime tant que le dossier n'est pas muté. Je le rappelle, aucune rupture de droit. C'est vraiment une donnée importante qu'il faut donner à vos salariés. Cependant, dès la signature du contrat de travail, l'assuré est couvert par le nouveau régime en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle. Et en cas de pluriactivité de l'assuré, il sera sollicité pour déterminer le régime d'affiliation. Cela n'aura aucun impact sur le régime en charge des remboursements en lien avec l'accident du travail. Donc, pour rappel, il y a des conditions cumulatives de mutation automatique via la DSN. Donc, le salarié doit débuter une activité de salarié agricole et le CDI doit représenter plus de 100 heures par mois ou le CDD plus de 6 mois et 100 heures. C'est vraiment une condition cumulative. C'est 6 mois et 100 heures. Donc, au-delà de ces mutations automatiques, rien ne se fait, le travail se fera en manuel. Donc, les situations qui sont exclues de la mutation, donc le salarié qui débute une activité de salarié agricole, mais dans les situations suivantes, donc CDD de moins de 6 mois, CDD supérieur à 6 mois et dont le contrat est inférieur à 100 heures par mois, et le CDI inférieur à 100 heures par mois. Donc, dans ces situations, la mutation automatique ne se fait pas. Il en va de même pour les travailleurs occasionnels, les contrats saisonniers ou des contrats pour surcroît de travail. Donc, il est important d'informer vos salariés sur l'une des situations ci-dessus afin qu'il n'y ait pas d'incompréhension de sa part lorsqu'il contactera le régime d'assurance maladie. Le salarié reste dans son régime actuel d'affiliation actuelle, sauf s'il exerce son droit d'option en faveur de la MSA. Il peut faire sa demande auprès de la MSA sur sollicitation. Si la MSA reçoit un arrêt de travail initial, après vérification du régime d'affiliation de l'assuré au début de l'arrêt, la MSA adresse un courrier d'information au salarié et transmet l'arrêt à l'organisme gestionnaire. Et enfin, si le travailleur ou le saisonnier n'a pas de régime de protection sociale, la MSA prendra en charge l'affiliation au titre de la PUMA sur présentation de documents d'état civil, d'identité et éventuellement le titre de séjour pour les salariés hors UE. Un droit d'option est toujours possible. On parlera de droit d'option pour les polyactifs en faveur de la MSA. Donc, la Caisse traitera la demande d'ouverture de droit maladie sous un délai d'1 mois à réception du formulaire, et suivant bien évidemment la complétude du dossier. Si l'assuré était affilié au régime général, la Caisse MSA demande le transfert du dossier médico-administratif. Pour information, depuis 2018, le droit d'option pour les conjoints, concubins et partenaires d'un PACS est supprimé. Un exploitant agricole qui exerce une activité salariée restera toujours garanti à la MSA. Le formulaire, vous le trouverez à disposition sur le site de la MSA. Je vous invite à poser vos questions si nous n'avons pas été assez précis ou si vous avez des cas particuliers pour lesquels vous souhaiteriez un échange. Pour l'instant, on n'a pas de questions dans le fil de discussion. Est-ce que quelqu'un souhaite prendre la parole, lever la main? Madame Prété. Oui, bonjour. J'ai un salarié qui est chez nous depuis 2 ans, à temps plein, en CDI. Sa compagne et les enfants sont à la CPAM. Quand il a posé ses jours de congé paternité, nous avons été indemnisés par la CPAM et par vous. Donc le dossier, il est en cours. Le salarié, il est beaucoup sur le terrain, donc c'est un peu compliqué. Normalement, on est bien d'accord qu'il doit être, lui, en tant que personne, affilié à la MSA. Alors, sur l'activité, oui. Sur la question des IJ, Geoffroy, je me permets de te passer le relais.
Ouais, bah, moi, ça va être très simple. Bonjour à tous. Sur la partie des IJ, effectivement, dès lors qu'il y a une affiliation au niveau du droit maladie euh, à la MSA, du coup, de fait, la paternité doit être prise en charge par la MSA. Ok, Après, je sauf ne que sais pas. pardon, Oui. quand je vous ai appelé, il a des droits, mais ils sont suspendus depuis son premier jour. Donc, j'ai pas tout compris. Alors, On va dès lors peut-être qu'il y a une activité, comme l'a dit mon collègue, il ne peut pas y avoir une suspension des droits. Dès lors qu'il y a il y a de l'activité et que le droit est ouvert à la Puma pour une question d'activité. Donc, du coup, je ne sais pas, ça doit être un cas vraiment qui peut être atypique. Alors, pourquoi on vous a répondu ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, dès lors qu'il y a une activité et le droit ouvert, on embarquera la paternité, que la maman soit à la CEPAM, que les enfants soient à la CEPAM, peu importe. En fait. La paternité doit être prise en charge. Oui, donc il faut que je vous rappelle et puis qu'on voit Donc, exactement ce ouais, il qu'il en faut est, que vous quoi. nous donniez les coordonnées de votre salarié, qu'on regarde un petit peu la question d'ouverture de droit à la Puma. Ok. Mais en dehors du webinaire actuel, hein, on fera en off Oui, oui, sur un échange direct. oui, oui, tout à fait d'accord. Merci. Merci. Oui, bonjour. Bonjour. J'avais une question. On est une entreprise dont le siège social dépend de la MSA Bouches-Cœur de Loire et on a des établissements qui concernent la MSA Bourgogne. Je voulais savoir, quelqu'un qui était en CDI, qui était affilié à la base à MSA Bouches-Cœur de Loire, qui a été transféré dans un établissement de Bourgogne, est-ce qu'on doit refaire une DPAE, en fait? Comment on doit procéder pour que la personne soit bien son dossier soit bien transféré de Beauce-Cœur de Loire à Bourgogne ou l'inverse, en fait, ça dépend des cas. Est-ce qu'on doit refaire une DPAE? Donc en effet, je vous confirme, il faut que l'on ait connaissance du lieu de travail, du lieu d'activité du salarié. Donc voilà, je vous invite effectivement à nous refaire une DPAE en indiquant voilà le lieu de travail, le lieu Parce d'activité et parce qu'en fait, effectivement il y a pas de changement, parce qu'avec notre logiciel, a priori, on peut faire une DPAE qu'à l'arrivée du à salarié. l'arrivée du salarié. Ouais, mais après, si le salarié est muté, quelques années plus tard, on va dire, on n'a plus le moyen de refaire cette DPAE? Alors je vous invite à aller sur votre espace privé et à nous adresser justement un message nous indiquant justement le changement de lieu de travail, le changement de lieu d'activité pour votre salarié et une réponse vous sera apportée, suite à cette, sollicitation. D'accord. Là, avec les DSN qui sont faites, tous les mois, ça génère pas, ces mouvements-là? Non, ça ne sera pas Non. suffisant. Je vous invite vraiment, voilà, à nous transmettre cette information, par mes messages, mes réponses sur votre espace privé. D'accord, OK. Bon et au niveau des vous disiez tout à l'heure qu'on devait cocher par rapport aux visites médicales et tout ça, mais en fait, on est quand même toujours obligé de faire les demandes nous-mêmes, non? Ça c'est pas débloqué automatiquement les visites médicales? Ah non, elles ne sont pas débloquées automatiquement, je vous confirme. Oui. Il faut bien que nous, on fasse, les demandes, de visite. Voilà, ça nous permet en fait d'avoir toutes les informations pour, connaître le type de visite, mais Ouais. voilà, en fonction Après, des quand on fait la DPAE, on n'a pas toutes les informations, des fois, d'entrée non plus, donc on peut mettre une visite «basique» entre guillemets et que ça peut être une visite avec, un handicap quelconque. voilà, donc encore une fois, si vous avez d'autres informations à la suite de la DPAE, n'hésitez pas, voilà, à nous transmettre ces informations après, par des échanges, par des contacts. OK, d'accord. Merci. Plus de questions, je vous propose d'enchaîner avec la deuxième partie. Alors donc ici, on va parler des démarches de vos salariés pour une prise en charge de leurs frais de santé. Donc, votre salarié, au moment de son ouverture de droit maladie, va recevoir 2 courriers. Le premier courrier, c'est le courrier de bienvenue à la MSA. Ce courrier-là va l'informer de son ouverture des droits et va préciser toutes les pièces justificatives qu'il aura à fournir en fonction de sa situation. L'assuré va être invité à transmettre son relevé d'identité bancaire et également sa demande de rattachement pour les enfants, s'il y en a. Donc pareil, cette demande de rattachement, elle est disponible sur le site de la MSA. Le deuxième courrier qu'il va recevoir, donc c'est un courrier de confirmation de son affiliation.
Et ce courrier-ci va lui demander de mettre à jour au plus vite sa carte vitale. Donc ici, par rapport à ces deux courriers, ce qu'il faut comprendre, c'est que votre salarié, entre la réception de son premier courrier et de son deuxième courrier, il aura des droits maladie ouverts sur les deux régimes. C'est-à-dire qu'un salarié qui était affilié à la CEPAM, on va lui ouvrir des droits maladie. Le fait d'ouvrir les droits maladie va générer une demande de mutation auprès de la CEPAM et tant que la CEPAM n'a pas accepté la mutation, l'assuré a des droits ouverts sur les deux régimes. Et du moment où il reçoit son second courrier, ça veut dire que la CPAM a accepté la demande de mutation et donc du coup, il est affilié pleinement à la MSA et donc les remboursements de soins seront pris en charge complètement par la MSA. À savoir aussi que si par exemple entre ces deux courriers, le moment de transition où il est affilié sur les deux bases, s'il a des soins, ce sera la CPAM qui va les rembourser. Il n'y a pas de coupure de droit comme l'évoquait tout à l'heure Monsieur Vagnarelli. Voilà par rapport à ça. Par rapport au courrier de confirmation de son affiliation, il aura un délai de 30 jours pour mettre à jour sa carte vitale. Passer ce délai, ça peut être compliqué et la carte vitale peut poser problème. Donc, il vaut mieux la mettre à jour dans ce délai-là. Et également, vous pouvez lui conseiller de créer son espace privé afin que ce soit plus simple pour l'assurer de transmettre ses pièces justificatives. Peut-être on peut avancer le support. Oui. Donc Oui. ici, c'est le premier courrier, donc le courrier de bienvenue qui indique à l'assuré que ses droits sont ouverts. Et donc lui demande également de créer son espace privé. Et avec ce courrier-là, par contre, on ne lui demande pas de mettre à jour sa carte vitale. Et sur le deuxième courrier, qui est celui-ci, donc c'est le courrier de confirmation d'affiliation à la MSA, et ici, il a 30 jours pour mettre à jour sa carte vitale. Voilà. Vous pouvez avancer le support. Merci. Donc, on passe aux exemples et les questions fréquentes. Donc, le premier exemple, c'est un exemple de mutation automatique avec une embauche donc, le 17 juillet 2024 et un CDI de 120 heures, plus de 120 heures par mois. Le salarié était affilié donc, au régime général. Il va basculer donc, au régime agricole. Pour une embauche au cours du mois M, la MSA va traiter l'ouverture des droits maladie à la fin du mois de la réception de la DSN mensuelle portant ce salarié. Donc, vous allez faire votre DPAE entre le 9 juillet et le 17 juillet. On va réceptionner la DPAE. Vous allez faire votre DSN mensuel le 5 ou le 15 août. Nous, on va réceptionner les informations véhiculées par cette DSN pour l'ouverture de droits maladie à la fin du mois d'août. On va ouvrir les droits. Quand je dis on, c'est les droits vont être ouverts en automatique à partir du 1er septembre, enfin, je dirais fin août, début septembre. L'assuré va réceptionner le courrier de bienvenue qu'on a vu tout à l'heure. Il va pouvoir créer son espace privé et transmettre les documents justificatifs. On va finaliser avec la mise à jour des données administratives du salarié avec l'acceptation de la mutation par le régime cédant. Et à ce moment-là, il va réceptionner le courrier de confirmation de son affiliation et pourra mettre à jour sa carte vitale. Vous pouvez passer. Donc ici, on a un exemple d'exclusion de mutation automatique, c'est-à-dire que l'assuré ne remplit pas toutes les conditions d'ouverture de droit. Donc, cette condition de contrat n'entraîne pas de changement de régime au titre des droits maladie en automatique. Par contre, votre salarié peut exercer son droit d'option et demander son ouverture de droit quand même. Donc, c'est le même principe. Vous allez faire votre DPAE entre le 22 juillet et le 30 juillet en fonction de notre exemple. On va réceptionner la DPAE. Vous allez faire votre DSN. Le salarié décide d'exercer son droit d'option, donc il va envoyer sa demande à la MSA. On va réceptionner cette demande d'ouverture de droits maladie. On va lui ouvrir des droits maladie. Il va réceptionner son courrier de bienvenue, comme évoqué tout à l'heure, pouvoir créer son espace privé. On va finaliser la mise à jour des données administratives du salarié avec l'acceptation de la mutation par le régime cédant. Il va recevoir son courrier de confirmation d'affiliation à la MSA et va pouvoir mettre à jour sa carte vitale. On passe donc aux questions fréquentes. Donc, question
Le salarié est déjà en arrêt de travail et ou en temps partiel thérapeutique au moment de son affiliation à la MSA, qui verse ses indemnités journalières. Donc, c'est l'organisme qui a réglé l'arrêt initial de travail qui va continuer d'indemniser les prolongations. Donc, les indemnités journalières doivent être versées par le régime qui a indemnisé l'arrêt initial. Deuxième question, le salarié bénéficie d'une affection longue durée, donc une ALD. Son dossier sera-t-il automatiquement transféré à la MSA? Donc oui, l'exonération au titre de l'ALD est transmise dans son dossier médico-administratif. Il sera informé en amont et par courrier du transfert de son dossier médical concernant l'ALD entre les deux organismes, à savoir que le salarié peut s'opposer à ce transfert. Voilà. Également, à savoir que l'assuré peut ne pas percevoir 100% de ses indemnités en fonction du délai de transmission des informations par le régime cédant. Donc après, si jamais ils ont des questions par rapport à leur 100%, il ne faut pas hésiter à nous contacter. Question 3, donc le salarié ne perçoit pas le remboursement de ses frais de santé et pourtant ses droits sont bien ouverts. Donc l'assuré, il faut bien qu'il mette à jour sa carte vitale dès réception du courrier de confirmation de son affiliation, donc le deuxième courrier. Également, il faut bien qu'il nous précise tout changement de situation. Par exemple, un salarié peut être affilié à un temps donné à la MSA, peut repartir à la CEPAM et peut revenir à la MSA. Il peut avoir un relevé d'identité bancaire enregistré sur son dossier qu'il a pu modifier par la suite. Et donc, du coup, cette situation-là, il faut la mettre à jour afin que ces versements soient ces paiements soient versés sur le bon relevé d'identité bancaire. Question 4. Le salarié était précédemment affilié au régime général. Est-ce qu'il conserve sa carte vitale? Évidemment, oui, il va conserver sa carte vitale. En revanche, toujours pareil, il doit la mettre à jour après réception du courrier de confirmation, donc le deuxième courrier. Question 5. Le salarié est bénéficiaire donc de la complémentaire santé solidaire. Est-ce qu'il va conserver ses droits à la C2S? L'assuré va conserver ce bénéfice de la C2S et les droits sont mutés au nouveau régime. Il va recevoir un courrier d'information de la MSA après traitement de la mutation qui va lui rappeler les dates de C2S. Et par contre, à savoir que l'assuré devra s'acquitter de l'éventuelle participation financière auprès du régime cédant jusqu'à la fin du droit attribué. Et là, je laisse la main à Monsieur Picry. Oui, alors, du coup, par rapport à une expérience assez récente de mutation d'entreprise qui ont basculé du régime général au régime agricole, donc on s'est servi de ce retour assez positif, tant pour les salariés que pour nous en tant qu'organisme de sécurité sociale, pardon. Donc, il est proposé sur la MSA de Franche-Comté à tout nouveau salarié pour lui permettre de faciliter son arrivée dans notre régime et éviter des ruptures de droit, de pouvoir compléter un questionnaire que vous pourriez remettre à vos salariés dès lors qu'ils rentrent dans la partie de mutation automatique, c'est-à-dire pour tout nouvel embauché en CDI ou en CDD de plus de 6 mois, dépassant les 100 heures. Donc, ce questionnaire que je vais vous présenter tout de suite permet aux salariés de nous transférer directement un certain nombre d'informations dont on a besoin pour affilier, pour pouvoir l'affilier dans notre régime, qui concernent toutes ces données personnelles, qui peut être l'adresse, l'état civil, la composition de la famille, etc. Nous transmet dès le départ son RIB pour permettre de mettre en œuvre ses futurs paiements. Des informations sur ses prestations santé, médecin traitant, ALD, rattachement des enfants, etc. Des informations sur les prestations familiales pour permettre la mutation de son dossier de la CAF à la MSA s'il le souhaite. Et enfin, des autorisations de transfert de dossiers médicaux
entre les organismes de sécurité sociale sans que l'assuré n'ait besoin de faire les démarches. Donc, le questionnaire qui vous est proposé va être celui-ci. On va le dérouler assez rapidement. Marilyn, si tu peux. Voilà. Donc, aujourd'hui, il a cette forme-là, mais il pourra évoluer en termes de. La charte graphique pourra évoluer, mais le fond du questionnaire restera toujours le même. Donc l'idée, c'est que l'assuré nous indique sa situation avec son numéro de sécurité sociale et la CPAM dans laquelle il était d'origine. Ensuite, on va balayer toutes les informations, donc personnelles, que ce soit l'adresse, le téléphone, etc. On va basculer ensuite sur des informations concernant, descendre un petit peu, Marilyn, s'il te plaît, des informations concernant ses prestations santé, donc la partie droit, la partie complémentaire santé, la partie situation du conjoint et surtout la partie enfant à charge où là, la personne pourra nous indiquer les enfants qui sont à charge et également l'information du est-ce qu'il souhaite le rattachement de ses enfants directement à la MSA à titre principal ou à titre secondaire. Information très importante pour nous. Et enfin, l'assuré pourra nous indiquer son médecin traitant qu'on intégrera directement dans son dossier. Ensuite, l'assuré nous mentionne un certain nombre d'informations, donc là sur la partie prestations familiales, les éventuelles prestations retraite, et on lui rappelle la nécessité de nous transférer un RIB et la copie de sa carte d'identité et éventuellement le titre de séjour si c'est une personne étrangère hors Union européenne. Ensuite, il nous signe ce document et on termine par 2 autorisations donc, de transfert des dossiers médicaux, qu'ils soient pour la partie santé, sécurité au travail ou la partie contrôle médical, qui permet à nos organismes médicaux d'aller récupérer directement auprès des anciens régimes toutes les informations médicales de l'assuré. Donc, ce questionnaire, en fait, serait à remettre donc à vos salariés voilà, dès lors qu'ils sont en CDI ou en CDD depuis 6 mois. Le salarié, ensuite, va nous renvoyer directement à nous, organisme de sécu, MSA de Franche-Comté, ce document-là, complété avec les PJ qui souhaitent nous envoyer. Donc, je vous ai mis l'adresse mail sur laquelle l'assuré peut nous envoyer ça. L'adresse mail est également mise sur le formulaire qu'on vous a présenté. L'idée pour nous, c'est que vous remettiez ce document, alors peu importe la forme, dématérialisé, vous aurez un lien pour récupérer ce formulaire, ou sous format papier, peu importe, tant que l'assuré nous renvoie ces informations. Et en fait, dès réception de ce questionnaire, on va prendre en charge l'ensemble des informations sur tous les pans législatifs et on va ouvrir des droits, notamment maladie, sans plus attendre des traitements du dossier. Pour reprendre un petit peu un exemple que ma collègue vous a présenté là, pour voir un petit peu le gain que ce formulaire peut avoir, notamment sur les droits maladie. Donc, on va prendre un exemple d'une personne qui est embauchée le 18 mars 2025 avec donc la personne est au régime général, il doit basculer forcément au niveau du régime agricole et le salarié va compléter et nous renvoyer son questionnaire dès qu'il le souhaitera. Donc, on arrive avec une déclaration de DPAE le 16 mars. On est vraiment sur un cas réel, sur une entreprise qui nous a transféré, sur un salarié qui nous a transféré son questionnaire complété. Donc, DPAE le 16 mars, la MSA réceptionne la DPAE. Ensuite, l'assuré nous envoie son questionnaire, donc très rapidement, le 18 mars. Donc, nous, la MSA, en fait, on récupère ce questionnaire et on le prend en charge le 21 mars. Donc, dès le 21 mars, avec les informations que l'assuré nous a fournies, on peut ouvrir les droits maladie des réceptions du questionnaire. Donc, dès le 21 mars, l'assuré peut avoir, s'il le souhaite, des droits ouverts le 18 mars. On peut embarquer les enfants également s'il l'a mentionné. Ensuite, on va retourner dans quelque chose de classique. L'assuré réceptionne son courrier de bienvenue. Il peut créer son espace privé. Ensuite, la MSA donc, finalise avec l'organisme cédant la mutation. Et ensuite, il réceptionne son courrier de confirmation d'affiliation à la MSA. Il peut mettre à jour sa carte. Et tout ceci se passe avant
même que la déclaration, la DSN soit faite par l'employeur le 5 avril 2025. Un vrai gain dans le délai d'ouverture de droit. Donc, le temps des questions-réponses, il y a une question posée dans le fil de discussion. Où est-ce que l'on récupère ce document? Alors, ce qu'on se propose, c'est qu'à l'issue du webinaire, on renverra à l'ensemble des employeurs un lien vers ce questionnaire directement. Question suivante. Oui, bonjour. Juste une petite question. Moi, j'ai un salarié qui a un double emploi, donc il est au régime, il est à la CPAM et il a eu un accident de trajet donc avec son autre emploi. Donc nous, on a fait le signalement de notre côté qui doit passer dans notre DSN, donc qui va être rattaché au niveau de la MSA. Ça va être communiqué directement à la CPAM, on n'a rien à faire, nous, par rapport à ça. J'ai pas compris la question exactement, je suis désolé. En fait, on a un salarié, il a 2 emplois. Donc il est, sur le régime agricole avec nous mais il est, affilié à la CPAM, c'est son régime, de base. Il n'a pas changé, il est resté à la CPAM. Nous, on a Ok. fait le signalement pour son arrêt, il a arrêté actuellement. Donc on a fait son signalement pour son arrêt. Donc ça va passer sur notre DSN, donc au niveau de la MSA Oui. et on n'a rien, nous, à faire par rapport à la CPAM. Non, vous Ça n'avez rien à faire. Les IJ vont être pris en charge par un seul régime, pardon. Donc, s'il est affilié en droit maladie à la CPAM, c'est la CPAM qui va prendre en charge l'indemnisation sur les salaires pris en compte côté régime général et côté régime agricole. C'est la d'accord, CPAM qui va recevoir les éléments du calcul des IJ directement. d'accord, merci beaucoup. Madame Rivet. Bonjour, nous on a des salariés qui sont parfois donc en arrêt maladie et là où on rencontre des problèmes, c'est via la DSN. Souvent, quand je rappelle la MSA, ils me disent qu'ils n'ont pas eu les infos par rapport à la DSN. Comment on peut pallier à ce sujet parce que c'est assez récurrent, soit pour des arrêts maladie, soit pour un congé paternité. Là, malheureusement, le cas classique est, dès lors que les droits maladie sont positionnés, nous, on réceptionne de manière automatique les éléments de la DSN. Donc après, il peut y avoir deux choses. C'est soit les éléments de la DSN s'intègrent automatiquement, et là, je dirais que c'est complètement transparent pour nous, le paiement va s'effectuer, soit il va y avoir des rejets de DSN de notre côté, et dans ce cas-là, en fait, on a des actes manuels à faire pour pouvoir mettre en paiement. Là, de ce que vous évoquez, c'est on ne réceptionnerait pas du tout la DSN. Quand j'appelle, ils me disent qu'ils n'ont rien. Et puis quand je rappelle une deuxième fois, par exemple pour un congé paternité, effectivement, la personne m'a dit je remouline la DSN et là, elle avait reçu les éléments. Donc ça veut dire qu'il y avait je pense, une erreur côté MSA dans le fichier DSN. Mais du coup, remouliner une DSN, pour nous, pour moi, ça ne veut rien dire. En fait, c'est ce que je vous explique, on a des éléments dans la DSN qui n'ont pas pu s'intégrer automatiquement. Donc, en fait, on a une action pour pouvoir corriger ce qui ne permet pas l'automatisation. Donc, j'imagine que ça veut dire ça, remouler une DSN, remouliner. Après, c'est le délai de prise en compte. Là-dessus, je ne vais pas pouvoir. Voilà. Après, ce qui m'interroge dans votre cas, c'est vraiment la non-réception de DSN, qui en soi n'est pas possible. Donc, je ne sais pas si, peut-être en aparté du webinaire, je vous invite à me donner un ou deux cas et vous apporter une réponse. Ok, parce que nous, les payes sont externalisées avec un
un prestataire pour la paye et c'est vrai qu'on on redemande régulièrement de renvoyer les DSN, enfin, ou alors quand on n'a pas le document, on reçoit un document papier, mais ça, nous, à l'entreprise Ah. et à remplir manuellement. Mais c'est vrai que Donc, c'est un... j'allais vous dire, il y a deux choses. Il y a ce qui peut être sur le temps partiel thérapeutique, où là, effectivement, on est dans l'obligation de réclamer des éléments, du moins dans l'obligation. Notre routine nous oblige à réclamer des éléments papier. Et le deuxième cas, c'est quand on n'a pas du tout de DSN, où là, effectivement, les collaborateurs sont amenés à demander des attestations de salaire papier directement à l'employeur, ou alors de déclencher une DSN événementielle. D'accord. Très bien. Pardon. J'avais une question concernant les nouveaux embauchés par rapport à l'ouverture de leur espace sur Internet. Quand j'ai des nouveaux embauchés, je leur dis de créer leur espace, mais en fait, ils peuvent jamais en fait l'ouvrir. Ils ont toujours un mail comme quoi leur espace, c'est pas possible de l'ouvrir. Alors, Donc, vous anticipez un petit peu une partie qui vient un petit peu plus loin dans le webinaire où justement on a voulu faire un focus sur l'ouverture des droits et notamment de l'espace privé pour vous aider à les accompagner et puis voilà, pour vous d'accord. dérouler une Ok, ouverture. bon, voilà. Je vais m'attendre un petit peu alors. Voilà, Ok, merci. 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 Il y aura plus de questions sur cette partie-là. Donc, j'ai vu qu'il y avait une question qui avait été rajoutée au niveau des DPAE. Je vous propose qu'on reprenne la question en dehors du webinaire et puis on vous apportera la réponse directement, si ça vous convient. Marilyn, Je vais donc oui, continuer. merci. Voilà. Merci Stéphanie. Je vais donc poursuivre voilà, sur les démarches pour l'ouverture des droits à la complémentaire santé. Donc, depuis 2016, les employeurs du secteur privé ont l'obligation de couvrir leurs salariés en santé complémentaire et de prendre en charge au moins 50% de la cotisation. Les garanties sont encadrées par la législation. Le contrat proposé doit être un contrat collectif et surtout, il doit être responsable. Les garanties complémentaires sont mises en œuvre selon différentes possibilités, soit par un accord collectif de branche, comme l'accord de la production, l'accord du paysage, par un accord collectif d'entreprise, ou à défaut d'accord, par référendum ou par décision unilatérale de l'employeur. Depuis 2014, les accords collectifs peuvent préconiser un organisme complémentaire, mais ne peuvent plus l'imposer. Nous ne sommes plus sur des clauses de désignation, mais sur des clauses de recommandation. En fait, les partenaires sociaux vous recommandent plus particulièrement un organisme complémentaire, mais vous avez tout à fait le choix de vous rapprocher de l'organisme complémentaire de votre choix pour souscrire à ce contrat. Pour information, nous avons noué des partenariats avec certains organismes, ce qui nous permet d'offrir une gestion unique des frais de santé. Ainsi, vos salariés peuvent avoir simultanément le paiement de la part obligatoire et de la part complémentaire dès lors que nous sommes dans le cadre d'une gestion unique des frais santé. À noter, chaque modification structurelle de l'entreprise doit être signalée à l'organisme complémentaire pour ajustement du contrat. Les dispenses. Vous avez effectivement la possibilité de dispenser certains de vos salariés par rapport à ce contrat mis en place dans l'entreprise. Vous devez informer l'organisme complémentaire. Si votre salarié vous fait une demande de dispense et que le contrat est couvert par la MSA et ses partenaires, la dispense peut être déclarée directement via la DPAE. Donc au moment où vous nous déclarez votre salarié, si effectivement il vous apporte les éléments vous permettant de valider les conditions de dispense, dans ce cas-là, vous pouvez directement cocher sur votre DPAE le fait que le salarié est dispensé et nous ne procéderons pas à son affiliation automatique dès l'embauche. Si le salarié, par contre, vous envoie les informations, vous fait une demande de dispense un peu plus tard, dans le mois qui suit l'embauche ou plus tard, vous avez la possibilité de nous faire une demande de dispense papier ou alors d'aller sur votre espace en modification de contrat pour nous faire part de cette demande de dispense.
Vous avez également, enfin, les salariés ont également la possibilité, si le contrat complémentaire le prévoit, de couvrir leurs ayants droit. Pour cela, ils seront invités à les déclarer. Nous leur adresserons un courrier leur proposant justement de couvrir leur famille si le contrat le prévoit. Donc, pour rappel, comment les salariés peuvent bénéficier du remboursement des frais de santé et de la part complémentaire? Si nous ne sommes pas en délégation de gestion pour compte, donc si nous n'avons pas délégation pour faire le remboursement simultané de la part obligatoire et de la part complémentaire, dans ce cas, les salariés doivent envoyer à leur mutuelle une copie de leur attestation vitale de la sécurité sociale, ainsi que le RIB du compte vers lequel le remboursement sera effectué. On reviendra dessus dans la présentation, mais c'est quelque chose que les salariés peuvent obtenir directement sur leur espace privé, cette attestation vitale. Est-ce que vous avez des questions? Oui, petite question. Donc avant, on embauche pas mal de salariés saisonniers en fait, donc logiquement ils sont dispensés durant 3 mois. Mais nous, on les affilie d'office parce qu'ils viennent de l'Union européenne, ils n'ont pas forcément de complémentaire de santé. Et avant, on pouvait les affilier directement sur le site d'Agrica, Oui, ce qu'on peut plus faire aujourd'hui. je vous confirme, effectivement, ça n'est pas prévu. Donc, il vous appartient en fait d'informer directement la MSA et on prendra en charge. Auparavant, D'accord. Agrica était en fait, nous transmettait ces informations, vous vous informiez Agrica et il nous les transmettait. Maintenant, vous pouvez venir directement auprès de nous. Et alors, parce que nous, on a des gros pics saisonniers où on a une centaine de salariés qu'on embauche, en fait. Donc ça fait qu'on envoie systématiquement, en fait, un message, sur notre, compte personnel pour demander l'affiliation? Oui, c'est exactement ça. D'accord. Merci beaucoup. Je vous en prie. S'il n'y a pas d'autres questions, on poursuit? Donc, je prends la main sur les prestations familiales, avec plus particulièrement un focus sur l'aide au logement et la prime d'activité. Donc, en matière de prestations familiales, la caisse compétente pour régler les prestations familiales est déterminée en fonction de 3 conditions. Alors, la première, le département de résidence de l'allocataire. Ensuite, l'activité professionnelle exercée par l'allocataire ou à défaut par son conjoint. Et la non-perception de prestations familiales de la part d'un autre organisme débiteur de prestations familiales. Donc, soit si la personne est connue dans une MSA d'un autre département, soit si elle est connue à la CAF ou dans un régime spécial. Donc, les cas de figure, soit l'allocataire est en couple, et dans ce cas-là, il a un droit d'option au sein du couple, c'est-à-dire qu'une seule personne peut être désignée allocataire au sein d'un couple, et le couple se met d'accord sur la personne qui sera allocataire, ce qui déterminera ensuite le régime d'appartenance aux prestations familiales. Donc, si l'allocataire exerce une activité salariée au régime général, le concubin, l'activité, c'est indifférent pour nous, il dépendra de la CAF. Si l'allocataire est salarié agricole, situation du concubin, toujours indifférent, ils dépendront de la caisse de MSA. Si l'allocataire n'a pas d'activité et que le conjoint est salarié agricole, alors le régime compétent sera la caisse de MSA. Et inversement, si l'allocataire n'a pas d'activité professionnelle, mais que le conjoint est au régime général, le régime compétent sera la CAF. Concernant l'allocataire isolé, s'il exerce une activité salariée régime général, il dépendra de la CAF. S'il exerce une activité salariée agricole, il relèvera de la caisse de MSA. Donc, afin de profiter des avantages du guichet unique, nous conseillons à vos salariés de confier la gestion et le versement des prestations familiales et ou logement à la MSA. Comment? Donc, l'assuré doit utiliser le service en ligne, envoyer un message famille, logement, allocation familiale ou aide au logement, ou autre question, et écrire qu'il est salarié agricole depuis telle date, qu'il est allocataire de la CAF et qu'il souhaite le transfert de son dossier vers la MSA. Donc, en matière de mutation du dossier, tout est fait pour qu'en fait aucun droit pendant la mutation du dossier ne sera perdu. En fait, la mutation se fait toujours à M+1 de la demande pour éviter qu'il y ait une rupture dans les droits.
Le versement des prestations familiales incombe au régime antérieur jusqu'à la régularisation administrative du dossier en MSA. En matière de changement de situation, très important, l'allocataire doit signaler tout changement de situation familiale ou professionnelle à sa caisse d'affiliation par tout moyen, en privilégiant pour la MSA l'utilisation de son service en ligne, déclaration d'un changement de situation disponible sur l'espace privé de l'allocataire. Pour un calcul de droit au plus juste, il faut absolument déclarer les changements de situation familiale, arrivée, départ d'un conjoint, arrivée, départ d'un enfant, les changements de situation professionnelle, qui permettent de déterminer si l'allocataire dépendra toujours de la MSA ou du régime général, et les changements d'adresse pour déterminer la caisse de compétences en matière de prestations familiales. Donc, un petit focus sur l'aide au logement. L'aide au logement est attribuée sur demande de l'intéressé auprès de la caisse compétente. 3 types d'aide au logement. L'APL, aide personnalisée au logement, l'ALS, allocation de logement social, et ALF, allocation de logement à caractère familial. La demande est identique pour les trois aides au logement. Il y a quelques petites subtilités. L'ALF, c'est parce qu'il faut être en couple. L'APL, c'est il faut avoir un bailleur. Mais tout ça, c'est géré au niveau du service et pas au niveau de l'adhérent. C'est une facilité pour eux. L'assuré doit faire sa demande d'aide au logement via son espace privé, demander une aide au logement. Tous les documents, alors toujours privilégiés, mes collègues l'ont dit avant pour la santé, mais c'est pareil pour les prestations familiales, essayez au maximum de privilégier l'utilisation de l'espace privé. Pourquoi? Parce que tous les documents nécessaires à l'étude des dossiers sont indiqués au moment de la demande. Ça permet de gagner du temps dans le traitement des dossiers, qu'il ne manque aucun document, que la demande aille au plus vite, soit traitée au plus vite. Possibilité de faire une simulation pour connaître ses éventuels droits à l'aide au logement via le portail des droits sociaux. Et si la personne n'a aucun accès à l'espace privé, alors dans ce cas-là, il devra remplir une demande papier qui sera disponible sur le site de la MSA. Concernant la prime d'activité, donc comment est calculée la prime d'activité? Elle est calculée sur la base d'une déclaration trimestrielle de ressources. Le montant varie en fonction de la composition du foyer, donc c'est un montant forfaitaire, ainsi que des ressources de chaque membre du foyer. Elle est versée mensuellement, alors elle est calculée trimestriellement, mais elle est versée mensuellement au foyer, c'est-à-dire qu'elle concerne toujours 3 mois, et le droit est figé pendant 3 mois. Je voulais rajouter un truc important. La prime d'activité à rappeler à vos salariés si possible, c'est le montant net social à déclarer lorsqu'ils font leur prime d'activité. On a fait énormément de campagnes dans ce sens-là. Ça limite les indus a posteriori. Donc, quelle démarche? L'assuré doit faire sa demande via le service en ligne disponible sur son espace privé, prime d'activité, demande, déclaration trimestrielle. Et il doit aussi renouveler son droit tous les trimestres via la déclaration trimestrielle de ressources. À savoir qu'à compter du 1er juin, les déclarations trimestrielles de ressources seront pré-remplies via les données qui redescendront de l'ADRM. L'allocataire donc a la possibilité de faire une simulation pour connaître ses éventuels droits via le portail des droits sociaux. Et s'il n'a aucun accès à l'espace privé, l'assuré peut remplir un formulaire prime d'activité, demande de déclaration trimestrielle papier, qu'il trouvera également sur le site de l'amsa.fr. Donc, petite notion importante, les apprentis et les contrats de professionnalisation, pour bénéficier de la prime d'activité, ils doivent percevoir chaque mois une rémunération supérieure à 55% du SMIC brut. Donc, au 1er janvier, c'était 1 082 €. Ça a changé au 1er novembre 2024, c'est 1 104,25 €. Cette condition doit être remplie sur les 3 mois. Donc, la caisse de gestion pour les droits santé et famille. Donc, les règles applicables selon le lieu de résidence et le lieu de travail. Donc, pour les prestations familiales, c'est obligatoirement le lieu de résidence. Pour les prestations santé, elles sont prises en charge par la MSA du lieu de travail. Donc, si la personne travaille et réside dans le même département, une seule MSA gère à la fois les prestations familiales et les prestations de santé. Si la personne réside et travaille dans des départements distincts, 2 caisses de MSA peuvent être impliquées.
Donc, on a le cas particulier d'un travailleur pendulaire qui habiterait à Dijon et qui travaillerait à Besançon. En ce cas-là, il aura 2 caisses de gestion pour les prestations familiales. Donc, on vous a rappelé allocation familiale, prime à la naissance, complément familial, prime d'activité, aide au logement, etc., etc. Ces prestations seront gérées par la MSA du lieu de résidence de l'assuré. Donc ici, il percevra ses prestations familiales par la MSA de Bourgogne. Pour les prestations santé, maladie, maternité, IJ, remboursement des soins, etc., les prestations sont prises en charge par la MSA du lieu de travail de l'assuré. Donc ici, les frais de santé seront couverts par la MSA de Franche-Comté. Voilà pour les prestations familiales. Et donc, nous vous proposons un accompagnement en ligne au service en ligne MSA. Donc, on va le revoir après. Donc, MSA en ligne crée un espace privé. Donc, sur le site msa.fr, normalement, on le trouve. Vous choisissez s'inscrire. La personne choisit particulier. Ça va vite. Attends, Stéphane, on va Et passer on va la prendre main la à main. Romy. Voilà, D'accord. t'inquiète pas. Romy, Oui. Alors, comme nous l'avons dit tout à l'heure, l'assuré reçoit le courrier de bienvenue et à réception de ce courrier, l'assuré se voit proposer la création d'un espace privé. Donc, pour ce faire, l'adhérent doit se connecter sur Internet en saisissant l'adresse Internet, donc soit pour le site Bourgogne, https://bourgogne.msa.fr, ou pour le site Franche-Comté, https://franchecomté.msa.fr. Donc, sur la page d'accueil du site, l'assuré va cliquer sur s'inscrire et le système va lui proposer de choisir son profil. Donc, pour les salariés, il cliquera sur particulier. Ensuite, sur la page suivante, donc le système propose à l'assuré de saisir son numéro de sécurité sociale. Et une information s'affiche afin de poursuivre votre inscription. Veuillez vous munir donc de votre carte vitale si vous êtes assuré maladie MSA ou d'un montant d'une prestation versée par la MSA dans les 6 derniers mois. Sur la page suivante, donc l'assuré, est-ce que vous pouvez revenir sur la page d'avant ? Voilà, donc l'assuré saisira ses coordonnées, le nom, le prénom, la date de naissance, son adresse email et son numéro de téléphone. À l'étape 6, la vérification de l'identité. Pour obtenir le mot de passe en temps réel, l'adhérent doit répondre à une question de sécurité. S'il ne peut fournir la réponse, le service lui propose une inscription par voie postale, c'est-à-dire l'envoi du mot de passe par courrier à l'adresse connue dans le système d'information. La question de sécurité dépend de la situation de l'adhérent. L'adhérent a-t-il des droits santé MSA? Donc, si oui, on lui proposera donc, on lui demandera s'il a une carte vitale avec ou sans photo. Donc, s'il a une carte vitale avec photo, le numéro de série se trouve à côté de la photo, la deuxième partie, au recto. Si la carte vitale est sans photo, le numéro de série se trouve au verso à gauche. S'il n'a pas de carte vitale, donc il répond non, le système lui demandera de saisir le montant d'un paiement avec les centimes exactement reçus au cours des 6 derniers mois. L'utilisateur a répondu à la question de sécurité. La page « Recevoir votre mot de passe » s'affiche, l'adresse mail saisie précédemment à laquelle le mot de passe va être adressé. Possibilité de le modifier à l'adresse en cliquant sur le crayon. Donc, la validation, première étape, validation, modification du mail. Deuxième étape, acceptation des conditions générales d'utilisation. Et à l'étape 3, donc, il y a un envoi du mot de passe. Si le contrôle par rapport à la question de sécurité est OK, le mot de passe part par mail. Si le contrôle est KO, le mot de passe partira par courrier.
Donc, lorsque l'assuré est connecté, il y a des services en ligne par rapport aux paramètres du compte. Donc, le petit onglet se trouve en haut à droite de l'écran. Et donc, dans cette rubrique-là, l'assuré pourra vérifier et ou modifier ses coordonnées. Donc, l'email ou le mot de passe, le téléphone, l'adresse postale, le mode de réception, les coordonnées bancaires, l'association à France Connect. Il pourra également compléter son inscription, donc soit ajouter un département ou ajouter un SIRET si l'adhérent est connu avec un SIRET également, ou gérer ses procurations. Sur la page d'accueil, donc à la connexion, nous avons aussi des rubriques de services et démarches. Ils sont classés par législation. Donc, nous avons la rubrique santé invalidité, la rubrique famille logement, une rubrique handicap, retraite, RSA, prime d'activité ou mes paiements et remboursements. Alors, sur cette première page, seuls quelques services en ligne sont affichés et vous voyez en dessous de chaque rubrique législative, il y a un onglet voir tous les services, donc qui permet d'ouvrir et d'accéder à tous les services en ligne de la rubrique en question. Donc, si nous faisons un petit focus sur la rubrique santé invalidité, donc on trouvera le service en ligne Ma Carte Vitale, demander ma carte européenne d'assurance maladie, l'attestation de droit maladie dont parlait ma collègue tout à l'heure, donc c'est là que l'assuré pourra la trouver. Demander la complémentaire santé solidaire, le mémo santé enfant et la demande d'une pension d'invalidité. Un petit focus également sur le service en ligne Ma Carte Vitale. Donc, une fois que vous cliquez sur l'onglet, la carte verte apparaît et ou celle de la famille des enfants rattachés et qui permet de déclarer la perte ou le vol de la carte vitale. L'application Carte Vitale. Donc, l'application vous permet d'accéder depuis votre smartphone au même service que la carte vitale. Elle est gratuite et sécurisée. L'avantage de l'appli, comme de la carte, est de centraliser tous les éléments administratifs pour assurer une prise en charge des soins optimale. Tout comme la carte vitale physique, l'appli Carte Vitale ne transmet que des données en lien avec le niveau de remboursement, identité de l'assuré et celle des ayants droit, numéro de sécurité sociale, régime d'assurance maladie et organisme de rattachement. Il ne contient aucune information d'ordre médical, ni de données en lien avec les droits. Ceux-ci sont en effet récupérés en temps réel par les professionnels de santé directement en MSA. Pour bénéficier de l'appli Carte Vitale, vous devez vérifier les conditions spécifiques en mode d'activation que vous choisissez. Donc, j'active mon appli Carte Vitale avec France Identité en moins de 2 minutes. Vous devez vérifier les conditions suivantes. Posséder une carte d'identité française nouveau format. Il s'agit de la carte petit format délivrée depuis le 15 mars 2021. Et il faut aussi avoir activé l'application France Identité. Un focus également sur la carte européenne que nous retrouvons dans les services santé invalidité. Donc, cette carte est gratuite, individuelle, valable 2 ans si les droits sont ouverts dans les pays de l'Union européenne listés ci-dessous. Donc, listés ci-dessous en cliquant sur la petite liste défilante un peu plus bas. Donc, elle n'est pas utilisable en France et ne remplace pas la carte vitale. Le certificat provisoire de remplacement peut se substituer à cette carte dans certains cas. Le certificat est valable 3 mois à compter de la date de délivrance. Donc, exemple, si un assuré demande la carte un peu tardivement avant le départ,
Donc, il peut demander en amont le certificat et il pourra le télécharger en direct sur son espace privé. Dans les services en ligne contact et échange que vous retrouvez sur la page d'accueil en haut à droite également, vous retrouverez le service de messagerie. Donc là, vous pouvez envoyer et consulter tous vos messages. Vous pouvez vous visualiser tous les documents que vous recevez de la MSA si vous êtes en réception électronique. Vous pouvez également envoyer des documents. Vous pouvez rectifier une erreur sur une déclaration antérieure. Si vous avez fait une erreur, voilà, vous pouvez la rectifier dans ce service, demander un rendez-vous, déposer une réclamation ou visualiser les coordonnées des MSA. Donc, l'assistance Internet, si vous avez une question sur votre espace privé, si vous ne parvenez pas à accéder au service en ligne, donc la MSA vous propose une assistance dédiée pour vos démarches en ligne en composant le 03 20 900 500. L'assistance est disponible du lundi au vendredi de 8h30 à 12h15 et de 13h30 à 16h30. Ce service est exclusivement dédié à l'accompagnement, à la connexion et à l'utilisation de votre espace privé et des services en ligne. Merci Romy, on peut ouvrir un temps de questions-réponses. Stéphanie, peut-être pour répondre à madame concernant la problématique de création des espaces privés des salariés, peut-être repréciser à quel moment. Romy, est-ce que Alors, oui, je peux prendre la parole. Donc, ouais. effectivement, il se peut que l'adhérent n'arrive pas à se connecter. Alors, ce qui est important, c'est de bien répondre à la question de sécurité dans un premier temps. Oui, Voilà, même s'ils répondent à la question de sécurité, la plupart, ils ne l'ont jamais le mot de passe en direct. Après, effectivement, on a aussi quelques appels dans notre cellule. On refait l'inscription ensemble. Alors, voilà, ça fonctionne. À voir. Parce que si j'ai bien compris, il faut avoir les droits d'ouvert en fait pour C'est ça. ouvrir son espace. Donc en fait, quand ils arrivent, mais ce qui n'est pas très logique, parce qu'en fait, on devrait pouvoir ouvrir son espace, même si ses droits ne sont pas encore ouverts, pour pouvoir déposer ses documents sur son espace, que c'est plus rapide que de les envoyer par courrier papier. Oui, alors après, s'il y a un blocage par rapport à la situation de l'assuré, normalement, le courrier part par voie postale. Ouais, mais maintenant, le courrier, des fois, il met 2 semaines à arriver, quoi. C'est très, Le très mot de long, passe le qui est courrier. envoyé par voie postale est valable 30 jours. Condition qu'ils reçoivent. Parce qu'il y en a qui l'ont demandé, ils ne le reçoivent pas, ils sont obligés de réclamer après. D'accord. Après, voilà, nous sommes aussi disponibles Et pour quand répondre ils et ouvrent créer leur les espace, en espaces. fait, faut rentrer son numéro de sécu, mais il faut mettre son numéro de sécu sans la clé, il me semble, non? Alors, dans l'inscription, vous pouvez mettre la clé. Dans la connexion, c'est sans la clé. Ah ouais, donc c'est pas très, très logique non plus. Que d'un côté, on peut mettre la clé, donc après, les gens, en fait, quand ils vont sur leur espace, ils vont remettre la clé alors qu'il faut pas la mettre. Oui. Il y a des petites bulles d'infos aussi qui redirigent où Ouais, trouver mais mon quand on fait s'inscrire, identifiant. le numéro de sécu, il est entouré en entier avec la clé alors qu'il faut C'est pas la ça. mettre. Ben, Donc, si, dans l'inscription, elle passe avec la clé. mais c'est quand on se connecte, après, il faut pas mettre la clé. C'est ça. OK. Et donc en fait, on reçoit le courrier, mais que combien de temps après quand, la DPAE elle était faite? Donc il peut pas s'inscrire, le jour où il arrive, la personne quand elle arrive, ils peuvent pas s'inscrire sur l'espace internet tant qu'ils ont pas reçu ce courrier. Donc ils le reçoivent qu'au bout de, 1 mois?
Tout dépend de Parce la que, alors, situation de l'assuré quand il est embauché dans l'entreprise. C'est-à-dire? c'est ce qu'on vous a présenté tout à l'heure, en fait. Tout dépend du courrier de bienvenue à l'ouverture de droit maladie. Donc, c'est Mais ce ce qu'on vous a courrier de présenté au bienvenue, départ. il est nouveau, on ne l'avait pas avant. Ah, il a toujours existé. Ah, ben, j'ai jamais eu le courrier de connaissance de ce bienvenue. courrier. Les salariés le reçoivent automatiquement dès lors qu'on reçoit l'information. Alors, dans le cas classique d'une automatisation d'un flux DSN, si on le reçoit, ce qu'on a expliqué dans les exemples tout à l'heure, que vous pourrez regarder, c'est-à-dire que on le reçoit généralement, on reçoit l'information à la fin du mois M+1, après l'embauche. Voilà, on va dire que c'est la théorie, et c'est à partir de là seulement que l'assuré peut ouvrir son droit, il reçoit son courrier de bienvenue. Ce que je vous ai présenté moi, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on propose le formulaire qui permet de réduire ce délai et qui permet Ouais. d'ouvrir des droits beaucoup plus rapidement. Et dès lors qu'il reçoit son courrier d'ouverture de bienvenue à la MSA, Donc moi, il faudrait que il je peut puisse dans la donner foulée, votre formulaire, il faudrait que je puisse le donner aux salariés quand ils arrivent. c'est ce qu'on vous propose exactement, Ouais, moi je suis preneuse. pour raccourcir ce délai d'ouverture du droit maladie et qui ensuite embarque la création de l'espace en ligne. Oui, tout à fait. Et donc ça, vous Donc, allez nous envoyer un c'est lien ce qu'on pour vous a avoir dit tout récupéré à l'heure, le... vous aurez un Ouais. lien pour récupérer le formulaire et vous le transmettre à vos salariés comme élément de bienvenue dans l'entreprise, etc. Ok, très bien. Et le retour Merci. du formulaire ne passe pas par vous. Le salarié Oui. a totale liberté d'envoyer le questionnaire. Ah oui, oui, tout à fait. Après, c'est des choses personnelles dessus, donc c'est à Voilà, lui tout de à fait. l'envoyer directement. Oui, tout C'est à à lui fait. de Mais nous, l'envoyer. on peut leur fournir pour qu'ils le complètent et vous l'envoient directement. C'est ce qu'on vous propose et c'est ce qu'on vous invite à faire. Ouais, tout à fait. Très bien. Merci. Alors, on a une question dans le fil de discussion. Est-ce que vous souhaitez prendre la parole pour évoquer la demande ou je lis la question? C'était ma question encore, c'est ça? Non, non, c'était pas la vôtre. Alors, Ah je vais bon. prendre la parole. Là, je pense que Laetitia, c'est plutôt pour toi. Lors d'un rajout de prénom pour un enfant après sa naissance, une fois la démarche faite à la mairie, faut-il faire une démarche auprès de notre organisme? Alors, c'est-à-dire, si j'ai bien compris la question, au niveau de l'état civil, l'enfant a été déclaré de telle manière et vous l'avez modifié. Enfin, là, il a été modifié, c'est bien ça? Je sais pas la question. C'est Oui, madame. oui, c'est ça. C'est ça. Alors, en fait, quand il y a une modification d'état civil, ce qu'il faut nous envoyer, effectivement, il faut prévenir la MSA parce que il y a des choses qui ne se font pas automatiquement. Alors, des fois, ça fonctionne, des fois, ça ne fonctionne pas. Par rapport à l'état civil, on va dire que ça ne fonctionne pas spécialement. Il faut nous envoyer donc l'acte de naissance daté de moins de 3 mois, la copie intégrale de l'acte de naissance daté de moins de 3 mois avec la mention marginale où apparaîtra du coup la modification de prénom. Et à partir de ça, on fera la modification, enfin on enverra les éléments pour modification. Voilà. Et ça coupe pas les droits Ah de non, pas du l'enfant tout. C'est complètement indépendant. Ah non, non, non. D'accord, très bien. Mais peu importe que ce soit un enfant ou un adulte, hein, parce que ça arrive aussi chez les adultes, hein, de modifier le nom parce qu'on a pris le nom de la maman, enfin peu importe. Ça ne coupe absolument pas les droits. C'est vraiment quelque chose qui est indépendant. D'accord, merci beaucoup. De rien. Après, peut-être pour aller plus loin sur cette question-là, c'est vrai que pour tout changement lié à une personne, tout ce qui va être information sur un numéro de téléphone, sur un mail, sur tout ça, l'habitude de passer par l'espace en ligne pour nous informer du changement sera toujours la meilleure action indiquée à vos salariés, sans forcément avoir d'impact sur un versement de prestations, etc. D'accord, merci. Également, je rajouterais par rapport aux personnes mariées qui prennent le nom marital, voilà, du conjoint, c'est pas automatique forcément lors de votre DPAE, hein, et donc du coup, bien leur préciser de nous faire l'information de ce qu'ils souhaitent garder comme nom aussi, parce que il peut arriver que les courriers soient envoyés donc au nom de jeunes filles, alors que voilà, la personne elle est mariée et que elle souhaite prendre le nom marital. Voilà, aussi c'est important.
priori, je ne vois plus de questions. Pas de main levée. Fabrice, c'est le moment de prendre la main. Oui, bonjour à tous. En fait, en dehors du sujet du webinaire du jour concernant l'affiliation et l'ouverture des droits, compte tenu de la période qui arrive, on ne peut pas vous quitter sans vous parler des élections des délégués à la MSA. Vous le savez, la MSA, c'est le seul régime de sécurité sociale qui pratique la démocratie participative et la démocratie sociale en demandant à ses adhérents tous les 5 ans d'élire des délégués répartis sur les territoires à l'échelon cantonal pour être leurs représentants vis-à-vis de la MSA et servir de courroie de transmission entre les adhérents et l'organisme MSA, notamment. Il y a dans ces élections qui vont se dérouler donc du 5 au 16 mai, vous allez recevoir très prochainement en tant que salarié et aussi en tant qu'employeur le matériel de vote. 2 modalités de vote, modalité de vote électronique. Je ne vous cacherai pas que c'est la modalité de vote qu'on souhaite privilégier parce que ça simplifie considérablement les opérations de dépouillement, mais il y a aussi le vote par correspondance, donc avec réception du matériel de vote de tout à chacun. Petite précision, seuls les salariés qui pourront voter sont les salariés qui étaient présents dans vos entreprises au 1er avril 2024. Pas 2025, mais 2024, pour des raisons de constitution de liste électorale. Ce sont ces seuls salariés-là qui peuvent voter, puisque adhérents à la MSA à cette date-là. Donc, ce qui veut exclure, entre guillemets, toutes vos nouvelles embauches depuis 1 an. Vous êtes invité à voter aussi en tant qu'employeur dans ce qu'on appelle le collège 3. Donc, chaque employeur a une possibilité de voter pour des représentants qui seront présentés sur les cantons. Et puis, tous vos salariés donc, sont invités à se prononcer par rapport à des listes présentées par les 5 organisations syndicales représentatives. Alors, les 5 organisations syndicales représentatives, c'est au niveau France. En Franche-Comté, nous n'aurons des listes, et pas sur tous les cantons, mais nous aurons des listes que CFDT, CGT, CFE, CGC et Force ouvrière. Elles ne sont pas présentes sur tous les cantons. Il y a des zones blanches, donc vous pouvez avoir aussi des salariés qui n'auront pas à se prononcer, qui ne seront pas invités à voter, par faute d'absence de candidats issus des organisations syndicales représentatives. On n'y peut rien, ce n'est pas notre fait. On peut le déplorer puisque c'est un manque de représentation au niveau du territoire concerné, mais c'est quand même la réalité. Je pense notamment, je ne sais pas si on a des entreprises du secteur du territoire de Belfort, c'est clairement le cas sur le territoire de Belfort. Cette année, sur le territoire de Belfort, il n'y a pas eu d'organisations syndicales qui ont présenté de candidats pour le collège des salariés. Voilà. Pour autant, pour tous ceux qui seront donc amenés à voter et qui seront appelés à voter par l'envoi d'un matériel de vote, on va aussi vous solliciter en tant qu'employeur en vous adressant de la documentation et des appels à voter sur la période du 5 au 16 mai. Et si vous pouviez jouer le rôle de relais en tant qu'employeur ou ressources humaines vis-à-vis de vos salariés pour inciter à participer, c'est quand même un moment de démocratie sociale important. Je le disais tout à l'heure, c'est le seul organisme qui fonctionne comme ça. Et c'est vraiment une belle respiration au niveau de la MSA tous les 5 ans. Donc, on compte sur vous pour relayer cette information auprès de vos salariés à l'aide des documents qu'on vous enverra prochainement. Et puis, on compte sur vous aussi pour soutenir l'importance du vote, ne pas hésiter à expliquer à quoi ça sert, et puis, évidemment, à inciter massivement vos salariés à exprimer leur choix.
Voilà, s'il n'y a pas d'autres questions ou pas de questions particulières sur les élections, écoutez, ça a été dit vraisemblablement au début du webinaire auquel je n'ai pas pu assister malheureusement, mais le webinaire est enregistré et sera mis à disposition sur les sites internet respectifs de la MSA Bourgogne et de la MSA Franche-Comté. Et puis, de la même façon, à chaque participant, je crois que Stéphanie est en train de le faire en même temps, vous êtes en train de recevoir donc un questionnaire de satisfaction pour qu'on puisse s'améliorer sur les prochains sujets et en espérant que l'intégralité des sujets qui vous ont été présentés, notamment sur les conditions d'adhésion et les ouvertures de droits de vos salariés, ont rempli vos attentes. Est-ce qu'il y a encore une dernière question éventuellement? Alors, il y a une dernière question dans le fil de discussion, mais qui semble être un cas individuel et particulier. La personne dépendrait de la MSA de Bourgogne. Est-ce que Marilyn, tu peux peut-être faire le lien? Alors, je ne sais pas avec monsieur ou madame Dupuis, parce que du coup, j'ai que le nom qui apparaît. Je suis désolée. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui. Oui, bonjour, donc Bérangère Dupuis, donc c'est madame. Du coup, effectivement, j'ai cité mon cas parce que ça peut servir aussi d'exemple, puisque je suis nouvelle embauchée, donc je suis également RRH, mais du coup, quand on me parle d'un courrier de bienvenue et de confirmation d'affiliation, pour ma part, je ne les ai pas reçus et j'ai reçu 2 autres courriers. Donc comme mon embauche est relativement récente, je voulais savoir si c'était normal et si il y avait une suite à donner par rapport à ça. Donc, c'est la MSA Bourgogne qui est concernée. Alors, je ne sais pas si Marilyn ou Jean-Louis. Jean-Louis, peut-être sur l'ouverture des droits? Oui, sur l'ouverture des droits maladie. Alors, plusieurs facteurs peuvent expliquer la non-réception du courrier de bienvenue. Ça peut être une identification de l'adresse postale. On a certains courriers qui reviennent en n'habite pas l'adresse indiquée. Donc, est-ce que les éléments de l'adresse postale étaient communiqués à l'affiliation? Je ne le sais pas, puisque le courrier en ligne vient a posteriori de l'affiliation. Donc, votre question et la solution à votre question nécessite une analyse particulière. Donc, moi, je vous invite à me communiquer vos coordonnées et puis on mènera l'analyse. D'accord, je vous communique par le chat comment je fonctionne. Ouais, je vais. Laissez-moi votre adresse mail et je reprendrai contact avec vous. Ok. Dans la journée. Merci. Je vous en prie. Oui, mais pas de souci, merci. Merci. Madame Brivet. J'avais également une question, on n'a pas évoqué, mais c'est pour la prévoyance. Donc on a de la prévoyance, mais par exemple, on a une société qui est à la CPAM, les IGIS communiquent directement à la prévoyance, alors que la MSA, ça ne fonctionne pas. Est-ce que vous avez des solutions où on est obligé de demander l'attestation IGI de nos salariés et ensuite le donner à la prévoyance? Marilyn, c'est toi qui prends. Pardon, je pensais que c'était toi. Alors en fait, tout dépend si on a une délégation de gestion au niveau de la prévoyance. Donc effectivement, par rapport aux indemnités journalières, elles vous seront versées si la MSA a délégation de gestion. Par contre, si effectivement on n'a pas de convention d'enregistrer avec ce partenaire, avec cet organisme complémentaire, vous devrez effectivement envoyer les éléments. Tout dépend en fait si nous sommes liés ou non par une convention de gestion. Et comment on peut mettre en place ce système je pense qu'on n'a pas beaucoup. En fait, c'est une convention qui est gérée au niveau national, donc c'est un organisme complémentaire avec la MSA dans sa globalité. On ne peut pas mettre en place une convention de gestion au niveau d'une entreprise. Voilà, c'est vraiment un choix des organismes complémentaires de mettre en place une convention de gestion avec la MSA. D'accord. Très bien. Et puis après c'était juste une question aussi par rapport au site internet de MSA.
on est d'accord qu'on peut envoyer des pièces jointes, mais on ne peut pas écrire. Enfin, on peut vous envoyer une pièce jointe, mais il faut également faire un message à part pour pouvoir vous écrire. Parce que, Oui. ouais. Alors, le système envoyer un document, effectivement, on ne peut pas envoyer de message. Il y a une rubrique à un moment donné où on vous demande pourquoi vous déposez ce document, mais il est forcément limité en caractères. Oui. Donc, si vous avez plus, voilà, si vous voulez plus donner l'explication, effectivement, il vaut mieux passer par l'envoi d'un message à D'accord. part. Très bien, merci. A priori, il n'y a plus de questions. Jean-Louis, tu as des coordonnées dans le fil de discussion pour joindre Madame Dupuis. C'est fait, le mail est adressé. Super. S'il n'y a plus de questions, donc vous allez recevoir par mail les liens vers ce support de présentation, vers le replay et vers le support nouvel affilié qu'on a vu tout à l'heure, ainsi que sur la présentation du site et de l'inscription au site internet. Et si vous avez besoin de questions complémentaires, n'hésitez pas à revenir vers les personnes qui vous adresseront ce mail. Merci à tout le monde. Merci. Merci à Bonne tous. journée. Bonne fin de journée. Bonne journée. Au revoir. Bonne journée à vous. Au revoir, Bonne merci. journée. Au revoir. Au revoir.